Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce soir pour vous proposer, comme il est désormais coutume au mois de mars, une présentation d'un bilan de sécurité reprenant les principaux chiffres constatés sur notre territoire et leur évolution en parallèle de notre action commune. Et au nom de la ville de Reims, je veux à nouveau très sincèrement remercier et saluer Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-préfet, Monsieur le Procureur, ainsi que Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique de leur présence ce soir, et également notre directeur de la police municipale qui ne va pas tarder. Ah, j'ai pas. Enfin, il est là. Alors, bien évidemment, la sécurité, comme je le dis régulièrement, c'est une chaîne où chacun a sa part de responsabilité. Et concernant notre ville, je veux bien évidemment, encore une fois, remercier notre directeur de la police municipale, Nicolas Roche, son adjoint Rémi Journeau, et en leur nom, tous nos agents qui sont en première ligne, tant de nos missions de surveillance et de prévention que du respect de l'ordre et de la tranquillité publique. Les chiffres de la délinquance et des comportements délictuels relevés ces derniers mois, vous le verrez, sont plutôt positifs au gré de leur évolution sur le moyen terme, mais en matière de sécurité, le satisfecit total ne peut exister tant que des concitoyens sont victimes d'actes malveillants. Et cet état des lieux pourra faire également l'objet, bien évidemment, d'un débat et d'échange à la suite de sa déclinaison, donc auprès de l'ensemble des élus siégeant dans cet hémicycle. La sécurité de nos concitoyens a toujours été l'une de nos priorités majeures. Et depuis quelques années, la ville n'a de cesse de multiplier les moyens et les initiatives pour toujours tendre vers plus de sécurité. Cette présentation nous semble donc tout autant plus pertinente que la sécurité et la tranquillité publique sont au cœur des priorités de nos concitoyens, comme elles sont au cœur de notre action publique depuis 2014, que ce soit par l'augmentation substantielle de nos effectifs de police municipale, passant de 59 en 2014 à 131 en 2025, l'armement de notre police municipale, tous nos agents ayant un équipement permettant d'assurer la sécurité publique et leur propre intégrité physique, le développement des caméras de vidéosurveillance, passé de 36 à 369 en 11 ans, soit une multiplication par 10 de notre niveau d'installation, et la montée en puissance des actions dans le domaine de la tranquillité résidentielle, avec la signature de la Convention pour le renforcement de la sécurité et de la tranquillité des résidents du parc de logements sociaux, signée en juin 2023. L'objectif étant de faciliter les résiliations de baux lorsque les faits constatés sont de nature à nuire à la sécurité et à la tranquillité, squat, trafic de stupéfiants, et sont commis par le locataire en titre ou ses occupants. Aujourd'hui, les dogmes politiques s'effacent au profit d'un certain pragmatisme politique en la matière. Et de nombreuses villes, de différentes obédiences partisanes, mettent en place ces mêmes actions au profit du bien-vivre de leurs habitants. Et sans aucune fanfaronnade, nous pouvons nous réjouir collectivement que Reims ait pu servir de modèle pour d'autres collectivités dans leur stratégie de déploiement d'outils et de moyens pour développer la sécurité au quotidien. Rappelons ainsi que la sécurité et la tranquillité publique ne sont pas un luxe, mais un droit garanti de manière égale à l'ensemble de nos concitoyens. On ne saurait transiger sur de tels principes, ni faire la moindre concession envers celles et ceux qui ne respectent ni la loi, ni la vie d'autrui. Et au risque de heurter quelques bonnes consciences, je considère que plus que jamais, que la sécurité est la première des libertés et qu'elle est le fondement de notre pacte social et républicain. Elle est le ciment d'une vie collective dont les règles s'appliquent à tous de manière uniforme et univoque. Et contrairement aux messages que certains diffusent de manière quasi irresponsable, plusieurs phénomènes de violence, de délinquance et de deal touchent l'ensemble du territoire français, et malheureusement pas uniquement que notre ville, même plus uniquement les zones urbaines. Et nous travaillons avec l'ensemble des partenaires de la chaîne de la sécurité et de justice pour trouver des réponses adaptées dans le but de lutter efficacement contre ces nouvelles formes de violence et de délinquance. Une nouvelle fois, avant de laisser la parole, je voudrais dire ma reconnaissance envers nos équipes qui font la chaîne de sécurité sur notre territoire. Et je voudrais renouveler mes remerciements aux représentants de nos institutions,
Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le procureur, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, messieurs les directeurs et directeurs adjoints de la police municipale, pour la force de notre coopération, qui est la clé de voûte de l'action publique pour la défense des personnes et de leurs biens. Monsieur le préfet. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux, mesdames, messieurs, je suis moi aussi toujours à la fois très impressionné et mais aussi heureux de pouvoir venir devant vous présenter ce bilan en ce mois de mars. Alors, la ville de Reims a été une fois de plus en 2024 à la hauteur de sa réputation de ville hôte de grands événements. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on a tous évidemment en tête la magnifique journée du 30 juin dernier avec l'accueil du chaudron au moment du passage de la flamme dans notre département. Nous avons aussi évidemment tous en tête les lumières féeriques du marché de Noël ou encore du concert de France Télévisions au moment de la fête de la musique. Avec évidemment ces événements importants, il y a à chaque fois un défi en termes de sécurité, permettre à tous de pouvoir se réjouir en toute sécurité de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incident ou d'accident dans ces circonstances. La ville de Reims reste une ville sûre, mais elle n'est pas totalement, nous le savons tous, épargnée par la délinquance. La circonscription de police nationale de Reims concentre d'ailleurs au niveau du département 40% de l'activité judiciaire de l'ensemble du département et plus de 60% pour l'activité de la zone police nationale. Elle est évidemment au croisement des enjeux en termes de sécurité, en termes d'ordre public, en termes de rencontres sportives, par exemple, ou encore de violences urbaines. La délinquance marnaise est contenue, et particulièrement à Reims. Et c'est ce qui correspond justement à l'attente de nos concitoyens de pouvoir vivre en paix, de pouvoir profiter de cette ville, profiter de l'activité commerciale et industrielle de la commune de Reims. Évidemment, il y a dans les centres-villes toujours la concentration de commerces et d'activités qui peuvent engendrer de l'appropriation par les délinquants, et il est important d'y lutter. Il y a également un phénomène, mais sur lequel je reviendrai, d'agression et de rixes entre jeunes, qui est évidemment un phénomène à surveiller particulièrement. Et puis également des mouvements, par exemple, de citoyens français itinérants qui peuvent se trouver à occuper des terrains de façon illicite et causer de grandes difficultés aux personnes dont les terrains sont ainsi occupés temporairement. Face à ces problématiques, évidemment, il y a une réaction. Et je veux revenir sur les réactions qui sont posées parce qu'elles illustrent bien ce continuum de sécurité. C'est un lien très fort qui existe entre la police nationale, la police municipale et l'ensemble des autres acteurs, que ce soit la sécurité privée ou les bailleurs ou encore les organismes des CAF ou toutes les structures de services publics. Je veux aussi saluer plus particulièrement le travail du commissaire général Valentin et de ses équipes qui, jour et nuit, semaine et week-end, assurent cette sécurité et toujours en renouvelant leur engagement. Et nous en avons eu de nombreuses démonstrations, alors que parallèlement, en 2024, ils étaient aussi extrêmement présents pour protéger les Jeux olympiques sur la région parisienne. Cet engagement est nécessaire, évidemment, à la sécurité des habitants
Et, monsieur le maire, je veux en préambule déjà redire tout l'engagement à la fois des services de l'État et en particulier des forces de sécurité pour assurer cette protection de la population. Je vais maintenant laisser monsieur le commissaire général faire une présentation des chiffres de la délinquance dans la ville, et puis je reprendrai la parole pour donner quelques éléments d'éclaircissement sur le bilan de l'année 2024 et dessiner nos axes de travail pour 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, pour présenter le bilan de la sécurité, à faire un comparatif 2023-2024, donc pratiquement l'ensemble de ce qu'on appelle des agrégats sont en baisse. Donc, sur la délinquance générale, on a une baisse de moins 6,97% de la délinquance, avec un nombre de faits établi à 12 896. Sur les violences contre les personnes, donc on a une baisse de moins 5,41%. Les violences contre les personnes non crapuleuses, donc dans lesquelles sont intégrées également les violences intrafamiliales, les violences au sein des foyers, au sein des couples et au sein des familles, donc sont en baisse de moins 4,51%. Les violences crapuleuses sont en baisse de moins 12,36%. Pour être plus précis, les violences intrafamiliales sont en baisse de moins 6,43%. Les violences conjugales sont, elles, en baisse de moins 0,88%. Sur ce qu'on appelle les atteintes aux biens, donc je vous décline les principales considérées. Donc les atteintes aux biens sont en baisse de moins 7,24%. Les cambriolages sont en baisse sur la ville de Reims, moins 12,87%. Les vols avec violence sont en baisse de moins 12,11%. Les vols liés à l'automobile sont en baisse de moins 5,82%. Et les infractions économiques et financières sont en baisse de 4%. Pour être sur certains items qui sont assez parlants, donc les vols à main armée sont en baisse, donc on est passé de 3 à 2. Les vols violents sont en baisse de 13,25%. Donc ce type d'infraction très traumatisant fait l'objet d'une attention particulière de nos services et des services enquêteurs. Donc, ainsi que les cambriolages, même les dégradations sont en baisse de 6,71%. Les incendies volontaires donc, sont également en baisse de pratiquement 26% en comparatif 2023-2024, tout en rappelant quand même qu'en 2023, donc, on avait un grand nombre de faits qui recensaient les événements de violence urbaine qui ont touché la France, dont la ville de Reims, en juin-juillet de cette année 2023. Voilà donc pour vous faire un petit panel des différents chiffres de la délinquance sur la ville de Reims. Ensuite, donc, en matière de lutte contre les stupéfiants, donc, de nombreuses opérations de voie publique ont été menées donc, pour déstabiliser les points de deal, qui sont au nombre de 10 sur la ville de Reims. Donc, ces chiffres fluctuent de manière régulière entre les points de deal qui sont éteints, les points de deal pour lesquels on a mené des actions et qui n'existent plus, et ensuite, voir qui se recomposent dans d'autres lieux, voire beaucoup plus tard sur les mêmes lieux. Donc, c'est une comptabilité qui est très, très mouvante. De nombreuses saisies ont été réalisées, plus de 24 kg de résine de cannabis, plus 9 kg d'herbe de cannabis, 6 kg de cocaïne, 2 kg d'héroïne. 210 000 € ont été saisis, ainsi que 2 millions d'avoirs criminels, autres, donc véhicules immobiliers notamment. En outre, donc, outre ces chiffres de la délinquance, donc, je voulais partager avec vous qu'il y a une forte présence voie publique, avec notamment parce qu'il y a une inquiétude qui paraît au niveau national et pour lequel donc, on a des objectifs à tenir. C'est la sécurisation des transports en commun, donc la présence des effectifs de police, mais souvent c'est des opérations communes, PN, police nationale, police municipale, qui est très souvent associée à ces opérations. Donc, par contre, sur l'implication des forces de police nationale, c'est une hausse de 17,45% du potentiel horaire entre 2023 et 2024. Voilà donc pour les chiffres de la délinquance.
Merci, monsieur le commissaire général. Si vous me permettez, monsieur le maire, je vais reprendre avant ensuite de passer évidemment la parole à monsieur le procureur. Pour revenir brièvement sur ces séquences, j'évoquais la grande attractivité de la ville de Reims et les événements multiples qui s'y déroulent. Quand on voit le chiffre, évidemment, c'est impressionnant, puisque 137 manifestations revendicatives, 532 manifestations festives, sportives, culturelles, dont 51 de plus de 5000 personnes, ce qui montre bien la dimension de l'enjeu sécurité sur la commune de Reims. Il y a évidemment également un nombre ce qui va avec, un grand nombre d'heures de fonctionnaires qui sont consacrées à cette sécurisation, puisque 14 500 heures de fonctionnaires en 2024, et quand on donne ce chiffre, on mesure l'effort que cela représente, ont été nécessaires pour assurer la gestion de ces événements. La mobilisation des forces de sécurité s'exerce au quotidien. Je l'évoquais à l'instant, évidemment en parfaite coordination avec le parquet de Reims, et ça se traduit par de nombreuses patrouilles dans les transports, patrouilles aux abords des établissements scolaires, patrouilles pour protéger les personnes et les biens, lutte contre la cybercriminalité, et je pourrais évidemment citer encore beaucoup d'autres actions dans cette police du quotidien. Les forces de l'ordre ont répondu présentes toute l'année, depuis les mobilisations agricoles du mois de février jusqu'à la soirée de la Saint-Sylvestre, où nous avons eu l'occasion, avec un certain nombre d'élus, notamment avec monsieur le maire et avec d'autres élus du territoire, de pouvoir nous rendre au commissariat et dans les différentes structures qui veillent dans cette nuit si particulière sur la sécurité de ceux qui veulent justement passer l'année dans la joie. Alors, quelques grandes spécificités de cette délinquance sur lesquelles je souhaite revenir. Le premier point, vous l'avez abordé, monsieur le commissaire général, c'est évidemment la lutte contre les stupéfiants. On sait très bien que le trafic de stupéfiants entraîne une délinquance induite forte, liée à l'argent qui circule ainsi, qui renverse les valeurs, qui crée une nuisance permanente dans un certain nombre de halls d'immeubles, qui exerce une menace sur des gens qui ne demandent qu'à vivre paisiblement chez eux. Et il est évidemment important de lutter contre cette délinquance en luttant à la fois sur les trafiquants, mais aussi en sanctionnant ceux qui consomment et qui entretiennent ces trafics par le fait qu'ils créent une clientèle et que, évidemment, ces délinquants s'en alimentent. Sur ce point, on observe d'ailleurs que de plus en plus de très jeunes participent à ces trafics, et il est évidemment essentiel de parvenir à les dissuader, à les arracher à ces trafics. Sur ce point, en lien très étroit avec monsieur le procureur de la République, nous avons pu mener des actions de contrôle de masse avec le renfort des effectifs cynophiles. Et monsieur le commissaire, vous l'avez souligné, c'est un travail quotidien, car on sait que malheureusement, quand on démantèle un point de deal, quand on intervient en profondeur, eh bien, on voit qu'il y a toujours le risque que ce point reprenne. Il est évidemment essentiel de poursuivre, et on voit que de nombreuses saisies ont été effectuées. Au cours de l'année 2024, on a plus de 24 kilos de résine de cannabis, plus de 9 kilos d'herbe de cannabis, près de 6 kilos de cocaïne et plus de 2 kilos d'héroïne qui ont été saisis. Mais plus encore, près de 210 000 euros en numéraire ont été saisis et près de 2 millions d'avoirs criminels. Et je veux insister sur ces 2 millions d'avoirs criminels, car il est important de montrer que le crime ne paie pas. Il est important de saisir ces biens, pas seulement quelques grammes, quelques kilos de matière de stupéfiants lors d'un contrôle, mais d'aller plus loin, de parvenir à mettre hors d'état de nuire
ces délinquants, les chefs de ces réseaux, et d'arriver alors à prélever les revenus illicites qu'ils se sont créés. Sur ce point, nous avons intensifié la coopération avec les autres services de l'État. Je pense par exemple aux finances publiques, je pense aux douanes, je pense à l'inspection du travail. Et le travail va encore s'intensifier dans l'année 2025, car nous avons tous la conviction que c'est là qu'il faut porter l'effort de façon à pouvoir aller en profondeur et pas seulement, évidemment, stopper un point de deal pendant quelques semaines, mais parvenir à mettre hors d'état de nuire ceux qui tiennent ces réseaux. Évidemment, ce travail nécessite une articulation très étroite avec le parquet, puisque nous n'intervenons que dans la préparation et le travail de police administrative, et ensuite il y a le temps de la police judiciaire. Mais c'est évidemment essentiel de pouvoir l'articuler ensemble avec les services de l'État, tous engagés dans cette lutte, et c'est d'ailleurs bien l'orientation qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur en chargeant les préfets d'un plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Le deuxième point sur lequel je veux insister, ce sont les rixes entre bandes. On voit que des très jeunes se battent dans l'espace public, dans les transports, parfois même au sein des établissements scolaires, pour des motifs difficiles d'ailleurs à décrypter. Ils ne savent parfois sans doute même pas l'origine de leur lutte, dans des luttes de quartier à quartier. Et il est évidemment essentiel de parvenir à les dissuader de poursuivre ces affrontements qui, à tout moment, peuvent basculer dans un drame. Nous en parlions encore il y a 20 minutes, en liaison avec Monsieur le procureur, avec Monsieur le recteur et avec également les services de la police municipale, pour voir comment prévenir ces actes de délinquance qui sont graves et sur lesquels il ne faut absolument pas baisser les bras, mais au contraire renforcer encore l'action. Je veux évidemment aussi évoquer le travail de prévention dans ce domaine, car il ne s'agit pas uniquement de répression, mais évidemment, il y a un travail de prévention et qui est à double titre, prévenir ces affrontements violents et aussi dissuader ces jeunes de tomber dans le trafic de stupéfiants. Sur ce point, je veux vraiment saluer l'ensemble du travail des travailleurs sociaux, des centres qui s'occupent de la jeunesse. Je pense à l'ensemble des structures qui sont sur le terrain et sur lesquelles, Monsieur le maire, vous avez eu encore l'occasion la semaine dernière de marquer la solidarité, le refus de la tolérance sur les exactions qui peuvent venir les menacer. Évidemment, il y a aussi le CLJ, le Centre de loisirs jeunesse, qui est soutenu par la police nationale, qui aussi est un beau symbole de proximité et de rapprochement entre les jeunes et nos forces de police. Et là, je veux saluer l'action en particulier des policiers qui y sont engagés et de votre adjoint, Monsieur le Commissaire général, puisqu'il est président du CLJ. Nous avons également, sur ce point, lancé un groupe de prévention de la délinquance des jeunes. Je l'évoquais avec le travail avec Monsieur le recteur, mais c'est un groupe qui va maintenant examiner les situations des jeunes les plus en difficulté, les plus menacés. Et je sais qu'à Reims, il existe d'ailleurs une structure qui fonctionne bien, qui est la convocation des jeunes et de leurs parents quand ils sont en absentéisme scolaire. Et je vois Madame la première adjointe, que je salue sur les bancs, et qui reçoit notamment un certain nombre de jeunes. Et je suis toujours impressionné d'ailleurs par l'efficacité de ces rencontres. Et quand ce n'est pas efficace, c'est ensuite Monsieur le procureur qui prend le relais. Mais je trouve que c'est un beau symbole justement de tout mettre en œuvre pour prévenir
la délinquance. Sur un autre sujet que j'ai déjà évoqué, sur lequel je veux revenir, ce sont les citoyens français itinérants. Alors la ville de Reims présente cette particularité d'avoir de nombreuses familles qui sont semi-sédentarisées. Elles sont depuis plusieurs générations autour de Reims et occupent des terrains, souvent de façon illicite. Cela représente un nombre relativement important de foyers, puisqu'il y a de 300 à 400 caravanes qui peuvent tourner ainsi. Ils créent des nuisances pour les personnes qui sont propriétaires des terrains et parfois des exactions. Tout mode de vie est respectable, mais évidemment, il n'est pas tolérable que ces exactions viennent détruire des biens, voler des biens, et la réaction doit être évidemment à la hauteur des faits. Et d'ailleurs, avec Monsieur le maire, nous avions eu l'occasion de nous rendre sur les lieux à la Neuvillette quand il y avait eu ces exactions au mois de février. Depuis, nous avons eu aussi des interventions dans les campements pour venir saisir des biens qui sont détenus de façon illicite, qui ont été volés et qui doivent être rendus à leurs légitimes propriétaires. Par ailleurs, pour ces occupations illicites, je veux saluer l'action de Monsieur le sous-préfet qui, avec ses services, prend les réquisitions pour pouvoir autoriser l'usage de la force pour pouvoir permettre l'expulsion. Et puis, quand dans un certain nombre de cas, le pouvoir administratif n'est pas suffisant, évidemment, il y a aussi l'appui de la justice que je veux aussi saluer pour permettre l'évacuation de ces occupations illicites. Et c'est un travail qui doit évidemment se poursuivre. Nous avons, depuis les événements du mois d'octobre, là aussi tenu des cellules de suivi partenariales qui ont commencé à porter leurs fruits. Nous en sommes maintenant à la 5e réunion. Donc vous voyez, nous avons des réunions régulières et tous les moyens qui doivent être mis en œuvre le sont. Je pense par exemple à de la vidéoprotection. Je pense aussi à l'incitation des propriétaires de terrain à mettre en place des systèmes qui dissuadent les occupations, avec des portiques, avec des blocs de béton, mais parfois il faut des blocs de béton particulièrement lourds pour éviter qu'ils soient déplacés, et ainsi continuer à sécuriser la voie publique et empêcher ces débordements. Je veux évidemment aussi évoquer les rodéos qui, là aussi, sont des phénomènes qui viennent mettre en danger, qui viennent troubler l'ordre public. Ils sont parfois aussi, d'ailleurs, le fait organisé par certaines familles issues de la communauté des citoyens français itinérants. Face à ce phénomène qui avait tendance à s'amplifier, des actions d'ampleur ont été menées et j'ai fait noter j'avais demandé le nombre d'interventions et je peux vous le donner. En 2024, nous avons mené 74 opérations contre ces rassemblements illicites. Il y a eu 14 interpellations, 9 gardes à vue sur les 589 personnes qui ont été contrôlées et 46 infractions qui ont été relevées. Donc vous le voyez, il y a une action continue et évidemment nous allons poursuivre ce travail qui mobilise à la fois des services de la police nationale mais aussi des services de la gendarmerie de façon à travailler en profondeur, puisque souvent il est difficile d'intervenir quand il y a une très grande concentration de véhicules, mais de façon à verbaliser les véhicules qui sont soit sur le chemin pour s'y rendre, soit ce chemin pour quitter ces lieux. Et là aussi, je veux saluer l'efficacité des caméras
de la ville, vous les avez évoqués, monsieur le maire, mais le réseau de caméras permet de sécuriser les grands événements dont nous avons parlé, mais évidemment aussi de mener ces opérations, de dissuader et d'apporter ensuite également des preuves dans le cadre des procédures judiciaires. Alors, pour faire suite à ce bilan, évidemment, nous allons poursuivre. Nous voyons à travers les éléments que j'ai évoqués qu'il y a des sujets à continuer, à pouvoir intensifier l'action, et je veux évoquer les 4 grandes priorités de notre plan d'action pour 2025. Ces 4 grandes priorités sont, vous ne serez pas surpris, pour la première, lutter contre la consommation et le trafic de stupéfiants, ainsi que les phénomènes qui y sont liés sur la voie publique. Pour cela, nous allons à la fois poursuivre les contrôles sur les points de deal identifiés, mais nous allons aussi mener ces actions que j'évoquais dans la profondeur, de façon à pouvoir frapper durablement. Nous allons aussi agir contre la délinquance juvénile dès les premières alertes, car nous savons qu'un jeune, quand c'est les premiers faits, c'est le premier absentéisme dans le système scolaire qui permet de retenir, de tendre la main, alors que malheureusement, quand la délinquance est plus enquistée, quand le jeune s'est plus enfoncé dans la délinquance, le travail est beaucoup plus difficile. Nous allons aussi combattre les incivilités du quotidien et les atteintes aux personnes et aux biens, car nous savons que là aussi, ce sont parfois des petits faits, mais qui créent un sentiment d'insécurité qui fait qu'on a peur, qu'on ne profite pas de la ville et des conditions qu'on peut avoir, en particulier à l'arrivée des beaux jours. Donc il est évidemment important de lutter contre ces incivilités. Et puis, un dernier point qui est en phase avec l'évolution de la société, évidemment, lutter contre la cybercriminalité. Et sur ce plan, nous avons un travail du commissariat qui est en train, dans le cadre de la police judiciaire, de se doter de moyens pour mieux réprimer cette cybercriminalité. Et puis nous avons aussi la gendarmerie qui est également active sur ce sujet. Et il y aura très prochainement l'occasion de communiquer sur la lutte contre cette cybercriminalité, où on voit bien qu'il y a là aussi un déplacement. C'est plus seulement sur la voie publique qu'il y a la présence des délinquants, mais aussi sur l'espace numérique. Voilà en quelques mots les grands axes des actions que nous allons poursuivre. Évidemment, nous poursuivrons aussi sur un enjeu important pour sauver des vies, sur le domaine de la sécurité routière, qui touche d'ailleurs aussi parfois le sujet des incivilités. On est tous pratiquants d'ailleurs de la route, tous pratiquants aussi des mobilités douces, avec le développement du vélo, le développement de l'usage de la trottinette, mais là aussi, cela doit se faire dans le respect des autres, dans le respect de la vie des autres, et il est évidemment important de faire attention à ces points, et les services de police poursuivront le travail. Voilà en quelques mots, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, madame la ministre, les éléments que je voulais apporter devant votre Assemblée pour vous réaffirmer la motivation entière des services de l'État et particulièrement évidemment des forces de sécurité intérieure, mais pas seulement, comme vous l'avez compris, à travers ce plan, ce PAD-RSQ qui est vraiment l'axe sur lequel nous allons mener notre action au service des habitants de cette ville. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour l'ensemble de ces informations. Monsieur le procureur de la République. Bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire, de cette invitation annuelle à laquelle je me rends évidemment avec plaisir. Deux petits items pour commencer. D'abord, j'ai entendu à plusieurs reprises que la délinquance était contenue sur Reims, et je le confirme parfaitement.
Reims est une ville où la délinquance est contenue. Reims est une ville où il n'y a pas de quartier dans lesquels la police ne rentre pas, et c'est loin d'être le cas dans toute la France, il faut quand même le reconnaître. Le centre-ville est très agréable et sécurisé. Alors c'est vrai que j'ai vu un article dans l'Union hier d'un commerçant qui justement était agacé du fait qu'on dise que la place d'Erlon soit une place dangereuse. Personnellement, j'y suis passé à plusieurs heures. Bah oui, la place d'Erlon, on y vit, on y boit des verres, on crie un peu, on parle un peu fort. Enfin, on vit, quoi, en quelque sorte. Mais à part ça, je me suis toujours senti, quelle que soit l'heure, en parfaite sécurité. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas dans tous les endroits dans lesquels j'ai exercé, puisque Reims est mon 14e parquet. J'ai quand même travaillé en Guyane, j'ai travaillé à Mayotte, j'ai travaillé en PACA, j'ai travaillé dans le Gard, région un peu compliquée, je ne vous cache pas. Et je peux dire, sans risque de me tromper, que Reims est une ville, franchement, où il fait bon vivre et où on se sent en sécurité. Bien entendu, qui a ses difficultés. Malheureusement, toutes les villes en ont maintenant. Mais je crois que c'est important à souligner pour commencer. La deuxième chose, monsieur le préfet, vous parliez du continuum de sécurité. C'est une expression qu'on entend beaucoup en ce moment. On est une chaîne, effectivement, une chaîne de sécurité. Et je trouve, et c'est pas le cas dans tous les postes dans lesquels j'ai eu à exercer, je trouve qu'ici, c'est particulièrement vrai. Chacun est à sa place et chacun tient son rôle dans les limites de son rôle. Et ça, c'est très important. On commence, bien entendu, par la police nationale, avec laquelle j'entretiens d'excellentes relations avec le commissaire général, qui est toujours... on en discutait à plusieurs reprises. Il est comme moi, il sait prendre les choses avec recul. Et on sait travailler ensemble. Ça, c'est très important. Avec monsieur le maire, évidemment, dans le cadre des réunions de tranquillité publique que nous tenons tous les mois ou tous les 2 mois, avec monsieur le préfet, évidemment, puisque nous partageons maintenant un certain nombre de réunions sur des thèmes divers et variés, ainsi qu'avec monsieur le sous-préfet, sur nos fameux citoyens français itinérants ou les mineurs délinquants, et avec monsieur Roche, le directeur de la police municipale. D'ailleurs, mercredi, mon parquet se rend l'après-midi à la police municipale et nous allons échanger sur les procédures, voilà, sur notre fonctionnement. Donc, je pense que c'est important. Il faut aussi toujours dire les choses qui vont bien, parce que très honnêtement, je vous le dis franchement, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, vous vous en doutez, vous le savez. Pour les chiffres du parquet, bon, très brièvement, hein, je ne vais pas vous assommer de chiffres. Le parquet de Reims, c'est 9 magistrats qui reçoivent, bon an, mal an, 24 000 procédures à peu près à l'année. Et nous déférons au parquet, c'est-à-dire des gens qui sortent des services de police ou de gendarmerie menottés, nous arrivent menottés, on en défère à peu près, en moyenne, 800 individus par an. C'est à peu près stable d'année en année. On a eu une légère baisse cette année du nombre de faits qui nous sont parvenus, mais qui est consécutif, probablement une année un peu particulière, qui est l'année des JO et des JOP, où les forces de police et de gendarmerie ont quand même été très, très utilisées en dehors d'un cadre strictement judiciaire. Je pense que c'est ce qui explique les faits. Nous déférons beaucoup, donc comme je vous l'ai dit, les réponses pénales sont les plus variées possibles, avec notamment beaucoup de plaidés coupables, auxquels je crois énormément, mais des alternatives aux poursuites, des stages, la mairie pratique également le rappel à l'ordre, qui est très intéressant sur des toutes petites infractions, et bien entendu le contentieux des mineurs, qui n'est pas le plus simple, je ne vous le cache pas, ne serait-ce que parce que la loi ne nous aide pas nécessairement. Je le dis tout simplement. Il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a beaucoup de choses surtout qu'on ne peut pas faire. J'en dirai un mot après en évoquant les affaires que nous avons connues cette année. Alors les priorités, elles sont toujours un peu les mêmes hein, dans tous les parquets de France et de Navarre. Bon, la priorité sont évidemment les violences conjugales, les violences intrafamiliales, mais ça fait des années que les parquets sont vraiment mobilisés là-dessus, ainsi que toute la communauté, et le continuum des sécurités, comme on disait. Mais ça, c'est voilà, on fait le travail et ça porte ses fruits. Il faut quand même le reconnaître. Et évidemment le trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants, c'est extrêmement complexe. C'est un fléau
locaux, je vais enfoncer des portes ouvertes évidemment, qui rapportent des sommes absolument phénoménales et qui rendent nos moyens parfois un peu dérisoires. On n'a pas les mêmes moyens que le trafic de stupéfiants, ça paraît assez évident. La loi nous permet de faire beaucoup de choses. Monsieur le directeur de la police nationale a insisté sur les avoirs criminels. Moi personnellement, je pense, c'est mon opinion, je le dis en tant que magistrat, je pense que les trafics de stupéfiants ne sont pas assez réprimés par la loi, pas tellement par les magistrats et les peines prononcées, mais par la loi. Une tonne de résine de cannabis, c'est 10 ans d'emprisonnement que vous n'avez la plupart du temps jamais, sauf si vous passez devant une cour d'assises spéciale, mais ce qui ne se fait également jamais tellement c'est lourd et complexe. Aux États-Unis, je pense que même avant l'arrivée de M. Trump, les peines sont nettement plus élevées. C'est soit un plaidé coupable et on dénonce tout son trafic, soit 30 à 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle, et c'est pas une plaisanterie chez eux. Donc voilà, on n'est pas clairement là-dessus, on n'est pas. J'ai eu l'occasion souvent de me dire qu'on n'était pas au niveau, et j'en prends ma part, puisque je ne requiers pas non plus des peines suffisamment élevées, bien que la dernière fois, nous ayons eu 20 kilos de résine de cocaïne, ce qui a fait 8 ans d'emprisonnement ferme quand même, pour quelqu'un qui n'avait aucun casier judiciaire. On était assez contents de nous. Et effectivement, la meilleure des solutions, c'est d'essayer de se focaliser sur les avoirs criminels. Monsieur le commissaire général vous l'a dit, le parquet de Reims saisissait, allez, bon an, mal an, entre 300 et 500 000 euros d'avoirs criminels, tout confondu, bien entendu, argent liquide, compte courant, automobile, immobilier, etc. Cette année, on est effectivement très proche des 2 millions, ce qui est quand même un chiffre très, très important. On a quand même quadruplé en une seule année. Je le dis par ma volonté, moi je pousse à ça vraiment, parce que c'est après tout, si les peines de prison ne sont pas dissuasives, autant que ça puisse l'être et qu'accessoirement ça rapporte de l'argent à l'État. J'ai aussi lancé une politique d'attribution massive des objets au service de police et de gendarmerie. J'aimerais bien pouvoir me les attribuer à moi, mais malheureusement la chancellerie ne veut pas. Mais je ne désespère pas que ça finisse par arriver un jour, pour que désormais dans chaque dossier, on saisisse tout ce qu'on peut saisir, en tout cas que la loi nous permet de saisir, et qui peut ensuite être attribué au service des télévisions, des téléphones, tout ce qui peut au quotidien servir dans une unité, de l'outillage, voilà, pour les services qui en ont très largement besoin. Ça, c'est une politique vraiment à laquelle je tiens, et nous avons d'excellents chiffres. Alors, je vais pas donner de noms de villes et de collègues du parquet, mais j'ai l'exemple d'un tribunal beaucoup plus gros que le nôtre, qui n'a que le quart de ce que nous avons en avoir criminel, et qui en plus en est très satisfait. Donc, je suis moi-même extrêmement satisfait. Mais je n'en dirai pas plus. Le deuxième phénomène qui nous a vraiment beaucoup occupé, et vous aussi j'imagine, parce qu'il est réellement préoccupant, c'est suite à cette délinquance des mineurs, qui n'augmente pas d'ailleurs en nombre de faits constatés, elle a même légèrement baissé. Par contre, elle augmente en gravité moyenne des faits constatés. Alors Reims est une ville particulière où on ne se bat pas pour les places de stupéfiants, de vente de stupéfiants. Pardonnez-moi, je n'aime pas l'expression place de deal. On ne se bat pas pour ça, on se bat parce qu'on est dans un autre quartier. Ça s'arrête vraiment là. On se bat Orgeval contre Croix-Rouge, Croix-Rouge contre Orgeval, Croix-Rouge contre Croix du Sud, parce que maintenant on commence à se battre même entre, c'est le cas de la dernière affaire avec une intrusion dans un collège, où on se bat entre sous-quartiers en quelque sorte, ce qui commence à poser problème, avec des ressorts d'une bêtise sans nom. Ça part de pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Par exemple, pour vous donner un simple exemple, l'intrusion au collège Brossolette qui partait d'une bagarre de quelqu'un d'un quartier qui voulait frapper quelqu'un d'un autre quartier, en fait ça remonte à une bagarre de 2019. La Corse n'a rien inventé. C'est vrai que ça interroge quand même très largement. Je dis souvent que, et ça a été dit d'ailleurs quand Monsieur le Préfet vous parliez du continuum de sécurité, au bout, c'est le procureur. Oui, effectivement, je suis au bout, mais je suis au bout à tous les sens du terme. Parce que quand on arrive au procureur de la République, c'est quand même qu'il commence à être un peu tard, que beaucoup de choses ont été essayées derrière qui n'ont pas marché, et nous, à part la répression, il nous reste quand même pas beaucoup de possibilités. La répression en matière de mineurs, et là je ne juge pas, mais elle est compliquée. Chaque fois, nous avons, alors je remercie d'ailleurs les services de police, parce que chacune de ces affaires qui ont défrayé la chronique cette année, que ce soit ce jeune qui s'est fait taper à coups de marteau devant un collège, que ce soit cet autre jeune qui s'est fait massacrer à coups de marteau également dans un tram, avec le match retour dans une voiture Uber devant le commissariat à coups de poignard. Toutes ces affaires, je dis bien, ont été résolues. Toutes.
Donc c'est quand même déjà pas mal, parce que c'est pas forcément simple. Ce sont tous des mineurs qui sont tous dans les mêmes âges. On retrouve vraiment la même tranche d'âge. Grosso modo, allez, 12-15, mais plutôt 13-14. C'est vraiment très très ciblé. C'est assez impressionnant. Et on voit bien que le gap se fait, je le disais à une réunion précédente, le gap se fait entre le passage de l'école primaire et le passage au collège, où là, tout d'un coup, on grandit d'un coup, on devient un adolescent et il se passe beaucoup de choses et ça devient très compliqué. Ces affaires ont été résolues, les jeunes sont sous contrôle judiciaire. Je ne vous cache pas que si la loi m'avait permis une ou deux fois, ça aurait été plutôt la détention en ce qui me concerne. La loi ne le permettait pas, donc on ne l'a pas fait. Mais il faut bien comprendre que quand on en arrive là, c'est qu'on est un peu au bout. Et ce qui m'inquiète encore plus, pour terminer sur ce sujet, qui j'imagine vous concerne tous et vous mobilise tous, c'est que la plupart de ces jeunes n'ont pas de casier judiciaire, ni même d'antécédents judiciaires. C'est-à-dire qu'ils partent directement au coup de couteau. Et ils font pas l'étape intermédiaire. On n'est pas dans les bagarres de récré, on va beaucoup plus loin tout de suite, avec des conséquences. Le jeune qui s'est fait taper dessus à coups de marteau dans le tram, il était très gravement blessé. Et celui qui s'est fait poignarder dans la foulée, qui était l'auteur des premiers faits, a failli mourir dans la voiture. Il y avait du sang partout. C'était une boucherie, littéralement. Et ça ne gêne personne. Alors c'est vrai que là-dessus, on a une réunion donc avec le préfet, avec les forces de police, la gendarmerie, la police municipale, le sous-préfet, sur la délinquance des mineurs. Moi, j'insiste aussi largement sur les ports d'armes sur la voie publique. Alors, encore une fois, et la répression nécessaire qu'on doit y apporter, en tout cas le parquet doit y apporter. Évidemment, il ne s'agit pas, vous avez votre petit couteau suisse sur vous, on va considérer que ça n'est pas forcément très grave. Par contre, quand vous avez les dernières armes qui ont été saisies, les couteaux, alors je ne vais pas faire de publicité, d'une marque qui commence par O et qui finit par Pinel, et avec cette marque, ils sont comme ça. Enfin, c'est des beaux couteaux. Hein. Là, on tue très facilement. Pour couper la viande, c'est remarquable, j'en ai un chez moi, mais très franchement, qui va penser une seconde qu'il est normal de se promener dans son sac ou dans son cartable avec ce genre de couteau? Et je ne parle même pas d'un marteau. Donc c'est très compliqué. Mais en tout cas, la seule consolation qu'on peut avoir, c'est que toutes ces affaires ont été résolues. Et puis c'est vrai qu'on a ces fameux citoyens français itinérants. Je trouve personnellement que c'est un abus de langage parce qu'ils sont pas vraiment itinérants. Je suis largement plus itinérant qu'eux, puisqu'ils se contentent grosso modo de faire le tour de la ville et de passer de place en place. Bon, moi je veux bien. Alors c'est vrai que ça commence à être un véritable problème, puisque ce sont des familles qui sont enquistées depuis très longtemps, et qui ont une nette tendance actuellement. Alors encore une fois, je ne suis sur Reims que depuis le mois d'octobre 2023, donc je n'ai pas nécessairement le recul que vous avez vous sur ces familles, mais dont on a quand même l'impression qu'elles se radicalisent quelque part, avec une délinquance qui est d'une délinquance plutôt de bas niveau, de façon générale, mais avec des émeutes, avec des attaques de la police, avec qui sont vraiment graves et qui dépassent un peu ce qu'on pourrait imaginer, compte tenu du contexte. Qu'il faille commettre une petite délinquance de bas niveau, d'accord, mais là, ça commence à devenir un peu inquiétant. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. J'ai essayé de vous donner un peu les priorités qui vont être les nôtres, mais je pense que je ne vous en prends rien ni aux uns ni aux autres. En tout cas, le continuum de sécurité fonctionne, mais encore une fois, moi j'ai toujours pensé que avoir affaire à la justice, c'était un échec de la société. Quand on arrive chez nous, c'est que malheureusement, c'est un peu tard. Alors, notre société, comme le disait un auteur, un désir de pénal. Les gens adorent avoir des lois pénales, les gens adorent déposer plainte, ils sont persuadés que la justice peut tout, voit tout et fait tout. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Et encore une fois, il faut éviter d'arriver devant nous, c'est le mieux, et vous y participez également très largement, parce que soyons honnêtes, il n'y a quand même qu'une stricte minorité, aussi bien à Reims qu'ailleurs, qui dérive et qui arrive devant le procureur de la République, heureusement. Merci, monsieur le procureur. Alors, vous avez cité à plusieurs reprises le continuum. Donc, après les services de l'État, à travers monsieur le commissaire, monsieur le préfet et vous-même, je vais donner la parole maintenant au monsieur le directeur de la police municipale. Merci, monsieur le maire. Donc, vous avez largement évoqué les moyens qui sont alloués à la police municipale. Ils sont en constante évolution, vous l'avez dit. Donc, actuellement, 131 policiers municipaux sur l'ensemble de notre territoire. Un nombre important de caméras, 379 caméras qui ont été installées récemment, en l'espace de 11 ans, hein, donc un effort considérable.
Moi, je voudrais insister sur les objectifs stratégiques que vous nous avez confiés. Ces objectifs se traduisent en 3 points. Le premier point, c'est d'avoir une police municipale en soutien de la population, dans une posture de proximité, d'accompagnement des victimes et de sanction des auteurs. C'est le déploiement sur le terrain de nos moyens en permanence. Deuxième objectif, c'est une police municipale pour répondre aux enjeux et aux problématiques du quotidien. Ces problématiques ont largement été évoquées aussi lors des réunions de quartier que vous avez menées cet automne, où nous avons été interrogés sur les questions de stationnement, de préservation du cadre de vie et d'occupation apaisée des espaces publics. Le troisième objectif, c'est le continuum de sécurité, c'est d'être au cœur du dispositif de sécurité publique, en coordination avec la police nationale, avec une présence affirmée sur le terrain. Je voudrais donner quelques données supplémentaires par rapport au dispositif de caméra. Il faut comprendre que ce dispositif, il a deux buts principaux. Le premier, c'est de permettre une intervention rapide des forces de l'ordre lorsque des infractions sont commises. C'est ce que nous faisons tous les jours, en coordination avec la police nationale, puisque nos postes de commandement sont en coordination permanente. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est d'apporter des éléments de preuve lorsque des infractions étaient commises sur le territoire. Je rappelle que nous recevons par an 1700 réquisitions des forces de police ou de gendarmerie qui permettent de nourrir le travail d'enquête des enquêteurs, et c'est un élément extrêmement important. S'agissant de nos objectifs en termes de préservation du quotidien, ça représente 30 000 interventions par an, et cela dans tous les domaines. Nous allons près de 7 000 infractions au code de la route chaque année, donc ça touche le stationnement, ça touche toutes les infractions qui relèvent du code de la route. Point important en termes de verbalisation des infractions en termes de propreté et d'hygiène à la tranquillité publique, 910 infractions sont relevées chaque année par mes services. 907 interventions pour tapage et troubles de voisinage. C'est un fléau, ce qui se passe aujourd'hui dans certains immeubles. On a des appels quotidiens qui nous sont reroutés soit par la police nationale, soit directement par les requérants. En termes de sécurisation, nous travaillons à peu près sur 14 000 interventions par an, 64 opérations de contrôle conjointes avec la police nationale, 145 points de visualisation et de sécurité dans les quartiers, 603 interventions et sécurisation au profit des transports publics, c'est considérable. Et en termes de résultats, ça représente à peu près 400 mises à disposition d'auteurs d'infractions et à peu près 300 interventions pour IPM, infraction l'ivresse publique et manifeste. Donc voilà ce que je voulais ajouter en termes de chiffres, Monsieur le maire, aux données qui ont été apportées par les services de l'État. Merci beaucoup, messieurs. Maintenant, la parole aux élus, si vous avez des questions. Monsieur Philippot. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le commissaire général, monsieur le directeur et monsieur le maire, tout d'abord, merci pour ces éléments qui nous permettent de nous éclairer un petit peu sur ce qui se passe dans Reims et qui permettent de les confronter en fait à ce que les Rémois voient ou que la presse rapporte. Alors peut-être avant de commenter ou de poser quelques questions par rapport aux exposés qui ont été faits, je remercie plus particulièrement en fait monsieur le procureur pour ce qu'il a dit sur la nécessité de renforcer peut-être et d'augmenter la capacité qu'a le procureur ou la justice plus globalement de sanctionner des délits et des crimes relatifs en fait, au trafic stupéfiant. Et je pense aussi de renforcer aussi la législation relative en fait aux mineurs, qui me semble très importante, et notamment à Reims où on a souligné, vous avez souligné, que cette délinquance était particulièrement grande.
Alors, s'agissant en fait de l'exposé, je vois pratiquement 4 points pour lesquels j'aimerais faire quelques remarques. Alors, tout d'abord, je suis un peu surpris en fait des résultats qui sont proposés. Alors, au regard tout d'abord de ce qui nous est rapporté par les personnes que l'on peut rencontrer, au regard aussi de ce que la presse rapporte, et surpris donc sur les chiffres un peu de baisse de la délinquance tels qu'ils sont rapportés. Alors, sur ces points, j'ai peut-être une explication, j'ai 3 explications. La première, c'est peut-être qu'il y a une certaine difficulté à porter plainte, dans la mesure où souvent il faut attendre 1 heure, 2 heures dans un commissariat pour le faire, et que nombreux sont ceux qui, au regard du délit dont ils ont été l'objet, je suis passé par là, donc je connais le système, au regard du délit dont ils ont fait l'objet, n'ont pas envie de passer 2 heures pour un vol de voiture, de sac à main, dont on sait très bien qu'on ne va pas trouver la personne et dont l'affaire sera peut-être classée. Ça, c'est la première explication sur laquelle j'attire votre attention. La deuxième explication, peut-être, c'est un problème de non-intervention parfois des forces de l'ordre. Quand en fait, il y a une constatation qui ne peut pas ne pas se faire en matière de trafic avec le dispositif que l'on a en matière de vidéo. On ne peut pas ne pas voir actuellement qu'il y a des trafics qui se font dans des coins de rue, et pourquoi il n'y a pas d'intervention? C'est la question que je pose. Alors, si on ne le voit pas, c'est qu'a priori, il n'y a peut-être pas assez de personnes devant les écrans, mais ce n'est pas possible qu'on ne le voit pas. Il suffit de se promener dans certaines rues que je connais pour voir qu'il y a des attroupements. Voilà, ça, c'est un problème. Donc, là, j'appelle votre attention sur cette explication qui, à mon avis, peut-être n'est pas négligeable. La troisième explication, peut-être, c'est que donc M. le procureur a rappelé qu'il y avait 24 000 procédures et qu'il n'y avait que 800 individus déférés. Alors peut-être que le turnover est assez important et peut-être aussi effectivement que malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui sont directement jugées pour les faits qui sont actuellement en cause. Alors, s'agissant maintenant des citoyens qui sont des citoyens de Français, des Français qui sont itinérants, comme cela a été dit, je crois qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient être prises, qui pourraient être choisies. Je cite peut-être une solution qui m'a été donnée par un camarade qui est dans une mairie RN, c'est qu'en fait, il coupe l'électricité, les points d'accès d'électricité en point de contact avec les fournisseurs. Si on faisait cela sans moyen particulier, sans violence, ça dissuade. Voilà. C'est tout simplement un élément pour lequel j'appelle votre attention, sur lequel j'appelle votre attention. En fait, s'agissant des différentes priorités pour 2025, je crois que cette lutte contre la consommation des stupéfiants est tout à fait essentielle dans une ville qui est assez touchée par cet élément, avec évidemment la difficulté que l'on a dans la mesure où les textes de loi ne sont pas assez forts pour dissuader, et que par ailleurs, je pense qu'il serait important de lutter contre les différentes mesures, contre les différentes actions actuellement que l'on retrouve chez les jeunes. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'en fait, comme ça a été dit lors de la présentation, il y a une augmentation dans la gravité des actes, et cette gravité touche les jeunes. Ce qui est préoccupant, la violence est actuellement banalisée, et effectivement, c'est un échec de la société. Enfin, pour les problèmes de stupéfiants, si je ferai une petite remarque, parfois on peut avoir quelques éléments, quelques renseignements qui remontent par des personnes qui habitent dans des quartiers sensibles. J'aimerais savoir s'il y a la possibilité d'indiquer les renseignements que l'on a sans pour autant poireauter pendant 2 heures dans le commissariat, et s'il serait possible de le faire avec davantage de célérité. Et enfin, pour les problèmes de code de la route qui ont été abordés, et c'est important, je pense, je crois qu'il y a une nécessité à contrôler certains excès de véhicules dans Reims, et qu'on ne peut arriver à une ville, monsieur le maire, à une ville apaisée que par ces éléments, en contrôlant et en évitant que l'on ait des véhicules qui roulent à des vitesses assez stupéfiantes, avec accélération, en particulier par moto, etc., dans des grands axes. Et que ce n'est peut-être pas forcément en essayant de contraindre les Rémois à abandonner la voiture qu'on peut arriver à cette situation de ville apaisée. Voilà, merci. On répond aux questions, intervenant par intervenant. On prend plusieurs. Allez, ok, monsieur Lang. Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, je salue les résultats et la mobilisation des agents, surtout dans les conditions difficiles avec les JO de Paris. Je salue la détermination du ministre de l'Intérieur qui a fait de la lutte contre le narcotrafic une priorité. Mais ne doit-on pas s'inquiéter d'un niveau d'effectifs suffisant
malgré l'exemplaire action des agents, n'y a-t-il pas besoin de renfort? Et j'aurais aussi une deuxième question. David Lisnard a proposé et instauré dans sa commune une nouvelle échelle de sanctions face aux élèves qui ne respectent pas les règles d'un établissement scolaire. Outre l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, des travaux d'intérêt général à effectuer hors temps scolaire dans un service de la collectivité ont été mis en place. L'objectif est de donner du sens à la sanction et de faire comprendre la gravité des actes commis. Quelle est votre position, monsieur le maire, et souhaitez-vous mettre en place ce type de mesures? D'autres questions, monsieur Kénard? Oui, quelques mots rapides en vous remerciant, messieurs, de ces présentations. Et je pense que c'est important, la réaffirmation du continuum de sécurité que vous aviez, et les uns et les autres, rappelé, la nécessité de travailler dans un partenariat étroit. J'ai entendu les chiffres qui ont été présentés par monsieur le commissaire général. Alors, on n'a eu que des baisses, si j'ai bien compris. Il n'y a aucun des indicateurs qui a été présenté qui est en augmentation dans notre département et dans notre ville. Sur les agrégats, non. C'est-à-dire sur les agrégats, non. Après, sur certaines infractions plus particulières, notamment des atteintes sur les véhicules, notamment ce qu'on appelle les vols roulottes ou les dégradations de véhicules, là, on a eu des augmentations. Mais sinon, sur les agrégats, parce que je ne vais pas vous citer tous les chiffres, il y a 131 index. Donc, si vous voulez, sur les agrégats, il n'y a que des baisses. Oui, parce que globalement, la délinquance est plutôt en augmentation, et donc ça me surprenait. Non, elle n'est pas en augmentation. Non, l'augmentation en France est plutôt... La délinquance est plutôt en augmentation en France, et donc c'est pour ça que j'étais assez surpris de voir que des indicateurs qui étaient à la baisse sur notre territoire, parce que notre territoire n'est pas en dehors du pays. Il y a des grandes tendances qui se dessinent, et en tout cas, on ne peut que se féliciter de voir que sur un certain nombre d'indicateurs, la délinquance diminue. On a eu quand même des actes récemment qui sont particulièrement graves. Monsieur le procureur a fait référence à certains d'entre eux, où des individus, il se trouve que j'habite le quartier Croix-Rouge, et j'ai eu en l'espace de 6 mois, entre la personne qui se promène dans le quartier avec une arme à feu, qui a tiré, et ça a été dans un immeuble, ou encore, il y a quelques jours, quelqu'un qui sort de sa voiture, qui tire, qui rentre et qui repart. Bon, on est quand même aussi ponctuellement, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que c'est Chicago, néanmoins, avec des actes de délinquance qui sont quand même particulièrement graves et dont on avait assez peu connu sur le territoire de Reims ces dernières années. Et donc, on en parle assez peu, mais on peut imaginer sans doute que c'est lié à la question du narcotrafic, mais je crois que c'est des vrais sujets, et peut-être que les évolutions de la loi qui sont aujourd'hui en discussion au Parlement vont peut-être permettre, en tout cas, d'apporter des réponses. Et ce qui serait intéressant, c'est est-ce que vous, dans le cadre de l'évolution législative qui a l'air d'être assez transpartisane, est en train de se développer, est-ce que vous, ça va changer concrètement dans vos actions au quotidien, votre manière d'opérer, ou vous donnez peut-être plus de moyens? Ça, c'était la première question. La deuxième question, vous l'avez évoquée aussi en matière d'intervention. J'ai entendu la question du transport public. Il est clair qu'aujourd'hui, la question du transport public est un vrai sujet. Je ne compte plus le nombre de personnes qui me disent qu'elles ne souhaitent pas prendre les transports publics pour des questions de sécurité. Et donc, cette question-là, et donc la question de la sécurisation des transports publics, est un vrai sujet sur notre territoire. Troisième élément et dernier élément, et j'irai pas plus loin, j'ai entendu monsieur le procureur évoquer évidemment notamment l'intervention sur les jeunes en particulier. Alors ça va prolonger peut-être un élément d'intervention de notre précédent collègue sur la question des peines, en tout cas des alternatives à la peine. C'est-à-dire, est-ce que vous, monsieur le procureur, dans le cadre de vos fonctions, parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas suffisamment de lieux d'accueil pour pouvoir, notamment pour des jeunes, de pouvoir avoir des espaces où les jeunes pourraient être encadrés pour faire notamment des travaux d'intérêt général. Alors, est-ce que c'est le cas pour vous sur votre territoire, et si oui,
quels pourraient être les besoins que vous pourriez avoir en ce domaine. Merci. Merci pour ces questions. Monsieur Le Demey. Oui, monsieur le préfet, monsieur le procureur, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, je vais peut-être aborder le sujet sur un angle un petit peu différent. Dans l'hémicycle, aujourd'hui, personne n'est angélique et personne ne remet en doute l'importance du travail des forces de l'ordre, de la justice, pour répondre aux phénomènes d'insécurité, de petite et de grande délinquance. Peut-être que dans un avenir plus ou moins immédiat, il faudra multiplier le nombre, encore augmenter le nombre de forces de l'ordre, le nombre de caméras, mais il y a un aspect important qui est celui de la prévention. Et la prévention, c'est prendre un certain nombre de dispositions pour travailler le plus en amont possible, attaquer le mal à la racine, si le mal existe dans la racine. Et je voudrais vous interpeller sur deux sujets. La première chose, on a tous ensemble une responsabilité qui est de créer, de maintenir du lien social dans les quartiers. Parce que l'absence de lien social peut être générateur aussi d'insécurité. À ce titre-là, il y a une chose importante, c'est qu'il est peut-être temps d'arrêter la suppression des services publics, les services publics qui sont générateurs de liens sociaux, de lieux de rencontre, de mixité. Concrètement, sur Reims, aujourd'hui, il y a la fermeture du bureau de poste des Châtillons, qui a été évoquée. Il y a aussi la fermeture de 29 écoles dans la maternelle et 29 écoles Pas 29 écoles, 29 classes. 29 classes, excusez-moi. 29 classes, ça fait, grosso modo, ça fait 500 enfants qui vont avoir des conditions de prise en charge. Monsieur Le Demey, vous ne pouvez pas dire ça, puisque, enfin, on a vu avec Mme Marchais sur la suppression des classes proposées aujourd'hui par l'Éducation nationale, le ratio est de 22, 23, 24 élèves par classe. Et 29 fois 22, ça fait... Non mais, oui. Voire moins en maternelle et en REP+. Donc, attendez. Pour moi, la fermeture d'une classe, c'est forcément une prise en charge qui est dégradée. On peut être en désaccord sur ce sujet-là. Ouais, donc, on va faire des classes. Laissez-moi terminer. Oui. Donc, on peut être en désaccord sur ce sujet-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, le maintien d'un service public, c'est aussi... aujourd'hui, on dit souvent qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les premières années de la vie et que la prise en charge au niveau des écoles maternelles, élémentaires et primaires est importante. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, on a une disparition des services publics de façon générale. Ces services publics qui sont fermés pour des questions de rentabilité économique, on ne mesure jamais les conséquences en termes sociaux. C'est-à-dire, on ne pose jamais la question de la rentabilité sociale, de la rentabilité sociétale des services publics. Donc c'est quand même un aspect, c'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger cet aspect-là. Le premier point, c'est celui-là. Le deuxième point que je voulais évoquer devant vous, c'est les fameux travailleurs sociaux dont on a parlé. Aujourd'hui, il y a, quand on écoute l'ensemble des structures, un manque évident de travailleurs sociaux, de gens qui sont des intermédiaires, des médiateurs, on peut les appeler comme on veut. Aujourd'hui, souvent, quand on parle des travailleurs sociaux, on traduit par un coût. Le travailleur social, c'est un coût, et quand on est dans des situations budgétaires que l'on connaît, on a tendance à supprimer un certain nombre de postes. Je pense qu'il y a une autre façon de voir les travailleurs sociaux, c'est un investissement pour l'avenir. Donc peut-être qu'il faut qu'on revoie ensemble notre façon de considérer les créations d'emplois, qui sont des créations d'emplois que je viens de citer. Ces deux aspects qui me semblent importants pour travailler pas sur la réponse à court terme au niveau des incivilités de la délinquance, mais pour un travail à long terme. On doit pouvoir aussi travailler sur le court et sur le moyen terme. Voilà les deux aspects que je voulais aborder devant vous. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Pas d'autres questions. Madame Lienemann, pas de questions sur la sécurité, puisque... Non ? Allez-y, puisque vous êtes... Je sais que vous réagissez beaucoup sur le sujet, donc c'est l'occasion. Monsieur le maire, messieurs, au grade des qualités, tout d'abord, merci pour les éléments qui ont été fournis. Puisque vous insistez pour que je pose des questions, je vais en poser deux. Il y a clairement un choix qui a été fait dans la présentation des index,
principalement ceux à la baisse. Et parmi les 131 que vous avez non pas cités en intégralité, est-ce qu'il est possible d'avoir dans les détails, de manière publique, la liste de ces 131 index pour savoir quels sont les actes qui sont en hausse? Première question. Deuxième question, comme pas mal d'entre vous, j'ai participé à certaines des réunions publiques dans les quartiers prioritaires de la ville, enfin dans les quartiers de la ville, puisqu'il y a aussi le centre-ville et les faubourgs, avec cette question récurrente, comme l'a dit monsieur le procureur, sur la sécurité. Et notamment des questions sur les fermetures, ou en tout cas les horaires d'ouverture de certains postes de police nationale. Je pense à celui des Châtillons, qui est fermé et lequel, nous a-t-on dit, ne réouvrira pas, alors qu'il y avait cette préoccupation de la part des habitants sur cette fermeture, avec ce besoin de proximité des forces de l'ordre. Je pense aussi à celui de Croix-Rouge, qui est ouvert le jour, fermé la nuit, avec certains événements que l'on a pu citer, enfin que certains ont pu citer. Donc je me pose la question de la pertinence de la fermeture, ou en tout cas des horaires d'ouverture de certains postes restants. Et pour finir, ma question concerne le fameux commissariat commun, enfin le poste de police et national et municipal commun, avec plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés, je crois, depuis le début de votre second mandat, monsieur le maire. Je voulais avoir quelques éléments de point d'étape sur ce projet de commissariat commun. Je vous remercie. Comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, il est en cours de construction. Vous pouvez aller voir dans le quartier Europe, le commissariat est en cours de construction, en partenariat avec le Foyer et moi. Avant de donner la parole, juste, je voudrais remercier M. Kénard qui, comme ça, me permet vous avez donné la réponse à M. Lang sur le sujet des travaux d'intérêt généraux, puisque vous l'avez bien compris, M. Kénard, enfin, vous l'avez cité, c'est pas le maire qui condamne, entre guillemets, un mineur sur des travaux d'intérêt généraux, c'est le procureur. Vous savez, il y a des maires qui communiquent, ça me fait penser au moment du Covid, où certains disaient que c'était eux qui autorisaient les médecins à prescrire de l'hydroxychloroquine. C'est un peu la même chose, là, sur le sujet. Donc, c'est pas le maire, monsieur Lang, qui décide de condamner un jeune à des travaux d'intérêt généraux, c'est le procureur. Par contre, et ce que nous avons déjà fait, et ça se fait à travers des associations, il y a parfois des réparations qui sont demandées. Ça se fait, mais les travaux d'intérêt généraux, c'est bien sûr le procureur et non pas le maire. Messieurs, vous avez un certain nombre de questions. Je sais que vous avez les réponses. Nous allons essayer donc d'apporter les réponses à l'ensemble de ces questions. Il y en a certaines qui relèvent peut-être de vous, mais vous l'avez déjà fait, oui, monsieur le maire, et ou peut-être du parquet en fonction. Alors, la question de monsieur Philippot sur évidemment sur l'importance des sanctions, ça évidemment c'est la loi et je ne me permettrai pas évidemment de commenter la loi en présence plus de parlementaires, mais c'est un point sur lequel donc je ne pourrai pas apporter de réponse. Sur la question des plaintes, évidemment c'est un point d'attention, l'accueil dans les commissariats. Et c'est un sujet évidemment de vigilance permanente. Aujourd'hui, il y a la possibilité aussi de faire la plainte en ligne. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on n'est pas assez informé. Mais typiquement, pour les situations que vous évoquiez, eh bien, la plainte en ligne est quelque chose de très adapté, permet de ne pas perdre de temps, de ne pas avoir à venir au commissariat et de pouvoir le faire de chez soi. Donc là, je pense qu'il faudra qu'on communique avec monsieur le commissaire, mais il faut vraiment développer cet usage, c'est le bon usage du numérique. Sur la question des citoyens français itinérants et du vol de courant électrique, eh bien, évidemment, en lien avec Enedis, on cherche à faire poursuivre ces infractions, mais il faut que, évidemment, celui qui est victime du vol de courant porte plainte.
et on cherche à faire cesser évidemment ces infractions, d'autant plus que parfois les gens qui veulent ce courant se mettent en grand danger, puisque on le sait bien, toucher des lignes sous tension, on prend un risque électrique important. Donc c'est un sujet sur lequel on lutte, mais parmi l'ensemble des modes d'action contre les appropriations illicites qui sont commises. Pour répondre à Monsieur Lang, évidemment, sur les effectifs de police, ils ne seront jamais totalement suffisants. Si on avait plus de policiers, on pourrait évidemment encore faire plus de sécurité. Mais ce que je veux dire, ce que je veux indiquer, c'est qu'on a eu des renforts significatifs, réguliers, pour venir remplacer nos policiers. On a évidemment un sujet qui est l'attractivité des postes, puisque malgré tout ce que j'ai dit sur la qualité de vie dans le département, sur le nombre d'événements importants, eh bien, on sait bien que des policiers, il y en a beaucoup qui veulent aller vers le sud, il y en a beaucoup autrement qui peuvent éventuellement être tentés par la région parisienne parce qu'il y a des primes spécifiques sur la région parisienne, ce qui fait que le Grand Est n'est pas la région la plus attractive pour les fonctionnaires de police. Néanmoins, ce que j'observe, c'est que nous avons pu accueillir au mois de novembre et au mois de décembre des renforts significatifs, des remplacements, des gens qui venaient remplacer, des recrues. Et j'étais encore début mars avec monsieur le commissaire pour accueillir des 7 officiers qui venaient renforcer, en particulier les sections judiciaires. Et ça, c'est un signal qui est très positif, parce que dans tout ce qu'on a dit, on a souligné le besoin d'aller en profondeur pour extirper les trafics. Et bien évidemment, c'est le travail judiciaire qui est essentiel. Et donc je sais que monsieur le procureur a là des fonctionnaires qui vont pouvoir justement contribuer aux enquêtes qui sont menées sous sa direction. Sur évidemment la poursuite des élèves hors temps scolaire, évidemment, ça c'est un sujet qui est déjà très traité. Et ça, je veux souligner vraiment que à Reims, il y a vraiment une prise en charge de cet absentéisme qui est tout à fait remarquable, parce que le côté solennel de venir avec ses parents convoqués à la mairie devant le premier adjoint au maire et la police municipale et un certain nombre de fonctionnaires municipaux, eh bien, c'est quand même une étape marquante. Et je pense que c'est important d'avoir cette étape avant une étape plus judiciaire, comme vous l'évoquiez, parce que quelque part, quand on va devant la justice, c'est déjà un stade qui est parfois un peu trop tard pour pouvoir changer de comportement. Pour répondre à monsieur Kénard, évidemment, sur la loi en cours, évidemment, là aussi, je ne pourrais pas me permettre de commenter. Je pourrais simplement dire que, en effet, dans ce que j'en ai lu, dans le projet de loi, eh bien, non, il y a des éléments qui contribueront, s'ils sont votés, à renforcer l'action de la police et à donner des moyens qui aujourd'hui font défaut, en particulier pour pouvoir connaître les conversations, connaître les modes d'action, parce qu'on voit bien, la délinquance n'attend pas. Monsieur le commissaire général me disait qu'on a maintenant un usage des crypto-monnaies de plus en plus fréquent, par exemple. Et donc on voit bien que sur ce sujet, renforcer les outils juridiques est évidemment important. Sur la question du transport public, ce qu'on voit, c'est qu'on a augmenté les heures de fonctionnaires dans les transports, hein, évidemment en très étroite coopération avec la police municipale. 790 heures de fonctionnaires ont été consacrées pour ces patrouilles dans les transports. Et quand on regarde le nombre d'agressions, elles sont faibles. Donc on peut utiliser les transports rémois, les transports publics rémois en toute sécurité. Évidemment, une infraction, c'est toujours une de trop, mais la réalité, elle est de la sécurité. Pour répondre à monsieur Demey sur l'importance, évidemment, des forces de l'ordre dans la prévention, évidemment, là aussi, toujours la même réponse. C'est-à-dire que si on avait plus de policiers, on pourrait encore peut-être faire plus, mais on a déjà
des moyens. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que la collectivité, en renforçant la police municipale à un niveau élevé, eh bien, contribue à cette sécurité au quotidien, dans cette sécurité de la voie publique, qui évidemment est essentielle. Alors, évidemment, le lien social, je l'ai d'ailleurs évoqué très largement dans mon discours, pour moi, est un complément et il ne s'agit pas de faire seulement de la répression ou seulement un travail de police. Il y a évidemment tout un travail en lien avec l'ensemble du continuum. Et le continuum ne s'arrête pas à la police municipale. C'est ce que je citais tout à l'heure. Les bailleurs, la CAF, les travailleurs sociaux sont mobilisés. Et vous le soulignez, on ne peut pas réduire évidemment à des financements, mais je vois que les crédits de la politique de la ville ont été préservés malgré une année budgétaire difficile. Et derrière ces crédits de politique de la ville, ce sont des emplois d'adultes relais, de FONGEP. Ce sont derrière des personnes qui sont au contact des jeunes, qui viennent compléter le dispositif des maisons de quartier notamment, qui évidemment a un rôle essentiel. Et d'ailleurs, sur ce point, vous évoquez la suppression de services publics. Alors évidemment, je ne m'engagerai pas sur le sujet, des sujets qui concernent la mairie, mais je veux souligner un travail que nous avons mené avec Monsieur le maire sur les France Services. J'ai proposé à Monsieur le maire, il y a quelques mois, de créer des France Services dans les quartiers. Et ça a été possible. Aujourd'hui, nous avons 2 France Services dans les quartiers. Et je pense qu'un France Service, d'ailleurs, est encore plus utile qu'un bureau de poste. Parce que dans un France Service, comme vous le savez, il y a un bouquet de prestations, de services publics qui se rendent en proximité. Ainsi, c'est une réponse particulièrement adaptée dans la communauté urbaine, dans des communes plus rurales, mais c'est aussi adapté dans nos quartiers de politique de la ville, où il est important que les habitants ne se sentent pas délaissés. Pour répondre à Madame Iban, je voudrais simplement indiquer que nous n'avons pas voulu lister les 180 index, 131 index. J'ai peur qu'à ce moment-là, Monsieur le maire, vous m'ayez chassé de la mairie en disant qu'on prenait la totalité de la séance du conseil municipal. Et c'est pas nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas picoré des indicateurs parce qu'ils étaient positifs. Nous avons pris des agrégats, c'est-à-dire que, comme vous le savez, au sein ils sont réunis dans des agrégats qui sont habituels, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choix que nous avons faits pour cette séquence. C'est la façon dont les chiffres sont présentés. Par ailleurs, si vous voulez avoir le détail complet, vous pouvez les trouver sur Internet, sur le site du SMSSI, qui présente la sécurité dans l'ensemble du territoire et bien évidemment sur celui de notre département. Sur la question de l'ouverture du poste de police de Châtillon, il a été fermé il y a 10 ans. Je plaiderai à ce moment-là non coupable, puisqu'évidemment je n'étais pas là il y a 10 ans et je ne connais pas évidemment toutes les raisons qui ont conduit à sa fermeture, mais je ne voudrais pas revenir sur ce sujet. En revanche, vous posez la question des heures d'ouverture. Sur la question des heures d'ouverture, je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur le rôle d'un bureau de police. Le bureau de police, il est là pour permettre le dépôt de plaintes, pour permettre aux habitants d'un quartier de se rendre plus facilement au contact de la police, poser des questions concernant la sécurité. Mais il n'assure pas une présence policière. La présence policière, elle est réalisée par les patrouilles que tous les soirs, les services de voie publique, que tous les soirs, la BAC effectue dans les quartiers. Et avec Monsieur le maire, nous avons eu l'occasion, encore il y a quelques semaines, de nous rendre en compagnie des forces de police pour faire ce travail dans le quartier que vous évoquez. D'ailleurs, tout à l'heure, Monsieur Kénard, à Croix-Rouge, pour mesurer la réalité de cette situation. Donc, cette fermeture de bureau n'est pas un affaiblissement du dispositif de sécurité, mais il est lié à la fonction même de ce bureau de police. Et moi, de mon côté, je me réjouis de ce que le commissariat commun à Europe puisse être bientôt opérationnel, parce qu'il permettra d'accueillir le public dans de bien meilleures conditions
que ce qui est aujourd'hui le cas, où le commissariat actuellement à Europe est un commissariat qui est vraiment daté et qui mérite en effet d'être rénové en profondeur pour avoir dans de nouvelles installations de bonnes conditions d'accueil de la population. Voilà en quelques mots ce que je voulais indiquer. Monsieur le procureur, et après Madame la ministre. Oui, très rapidement, juste pour dire une première chose, on évoquait le PPL sur le narcotrafic. Bon, déjà, moi, je ne vais évidemment pas le commenter. Je ne commande jamais une loi, je me contente de l'appliquer, c'est mon travail. Et puis en plus, vu le contexte actuel, j'avoue, je ne sais pas trop ce qui restera au bout. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à en dire. Ce que je voudrais dire simplement, je l'ai déjà souligné, c'est ce qui me frappe un peu ici, c'est que les règlements de compte auxquels on a assisté ces derniers temps, parfois très violents, notamment rue Léon Blum, ne sont absolument pas sur fond de narcotrafic. Une bonne partie des protagonistes sont dans le trafic de stupéfiants, mais ça n'a absolument rien à voir. Ça, on n'est pas dans des conquêtes de places de vente. D'ailleurs, pour être franc, des jeunes d'Orgeval qui voudraient conquérir une place de vente de stupéfiants au milieu de Croix-Rouge, je pense que s'ils y arrivent, ils ne vont pas tenir plus de 2 heures. Hein. Ça ne sera pas possible. Donc, c'est quand même vraiment une particularité. C'est juste parce qu'on est de l'autre quartier qu'on règle des comptes d'une bagarre, d'une histoire de fille, d'une histoire de je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est quand même une particularité. Mais ce qui ne veut pas dire qu'une loi sur le narcotrafic ne sera pas utile, évidemment, même dans ce cadre-là. Les travaux d'intérêt général, comme le disait Monsieur le maire, ce n'est même pas le parquet. En fait, le parquet se contente de les requérir et un juge de les prononcer ou un délégué du procureur. Ça peut être une solution. Moi, je suis frappé quand même, je le dis très honnêtement, depuis quelques années, sur la diminution du public qui est accessible à un travail d'intérêt général. Alors, des places, on n'en manque pas, hein, c'est pas un problème. Par contre, on a de plus en plus de gens qui sont dans tel état physique, moraux, intellectuels, qui touchent à l'allocation adulte handicapé, qui tout simplement ne sont pas à même de faire un travail, voire n'en ont pas envie, tout simplement, ce qui est aussi une possibilité malheureusement de plus en plus fréquente. Et quant aux mineurs et les endroits où les placer, on a les centres éducatifs fermés qui sont l'intermédiaire, la dernière étape avant la détention. C'est vrai que dans certains départements, il y a des places disponibles. Dans le nôtre, c'est beaucoup plus compliqué à Saint-Ménéhould ou à Épernay, où parfois c'est compliqué de placer un enfant en centre éducatif fermé. C'est vrai que la dernière fois, pour 2 jeunes, on en a placé un en CEF, mais on n'avait qu'une seule place. Donc en attendant, on l'a délocalisé dans de la famille loin de la Marne. Mais c'est vrai que c'est un problème, mais après, c'est pas un problème majeur non plus. On arrive quand même toujours au fur et à mesure à trouver des places. Mais c'est vrai que c'est une contrainte à laquelle nous devons nous adapter, évidemment. Merci, monsieur le procureur. Madame la ministre. Merci, monsieur le maire. Je vais être extrêmement brève. Je vais bien évidemment remercier monsieur le préfet, monsieur le directeur départemental et monsieur le procureur, évidemment le directeur de la police municipale, pour les propos qui ont été les leurs. Et je voudrais répondre à monsieur le procureur qui nous interpellait tout à l'heure sur les avoirs criminels et le fait qu'ils n'étaient peut-être pas suffisamment taxés. Je voulais, monsieur le procureur, vous dire que d'une part, nous allons travailler sur le sujet qui est celui de tous ceux qui touchent indûment le RSA. Parce que force est de constater que nombreux sont des délinquants qui ont des revenus quelquefois à 6 chiffres et qui, parallèlement à ça, sont bénéficiaires du RSA. Donc déjà, on va récupérer ce RSA, ce qui ne fera pas de mal aux comptes sociaux du pays. Et d'autre part, le deuxième élément sur lequel je souhaite également travailler, c'est sur le fait que autant l'administration fiscale dans les textes s'est donné les moyens de récupérer sur les avoirs criminels des taxes tout à fait importantes, autant pour être très concrète, il n'y a pas de CSG sur les revenus des avoirs criminels. Et pourtant, il y a là encore des moyens pour l'État de récupérer des sommes non négligeables. Donc rassurez-vous, monsieur le procureur, ça fait partie des sujets. Alors la fenêtre de tir est en partie législative. Alors est-ce que c'est le texte sur le narcotrafic ou un autre texte? En tout cas, et quelle que soit la composition démocratique de l'Assemblée, que bien évidemment nous respectons, ces textes et je ne doute pas que nous trouverons les moyens de mettre l'article qui va bien pour obtenir ces éléments, parce que c'est là encore un élément tout à fait important et auquel nos concitoyens sont extrêmement attachés. Je me permettrai de dire à monsieur Le Demy que je ne partage pas
totalement l'analyse qui est la sienne. Autant je suis d'accord avec lui sur la nécessité de la prévention, mais il y a un moment où on a dépassé le cadre de la prévention, ne serait-ce que pour le sujet du respect, qui est un sujet qui devrait être communément partagé par nombre de nos concitoyens. Le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'on en est bien loin pour un certain nombre d'entre eux. Et le deuxième point, c'est que je ne parlerai pas au nom de notre collègue Véronique Marchais, qui suit ça au quotidien, mais nous savons tous que dans les quartiers, la plupart des classes ont été dédoublées et que donc les fermetures de classes ne sont pas concernées par les effectifs importants que vous avez mentionnés. Merci beaucoup. Merci, monsieur le préfet. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le commissaire général. Merci, monsieur le directeur de la police municipale. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci à vous, chers collègues, pour ces échanges.